Alors, la value proposition, elle va toujours de pair avec un customer segment. Customer segment, c'est à qui ça s'adresse. Une value proposition est toujours liée à un segment consommateur. Alors, un truc qui peut paraître étonnant, c'est que une entreprise, une start-up qui démarre, doit toujours définir un customer segment de niche. Vous ne pouvez pas servir le monde le premier jour. C'est pas possible. Vous pouvez essayer, ça n'a jamais marché, parce que c'est juste trop compliqué. Et pourquoi? Parce que vous devez comprendre à quel jeu vous jouez. Vous jouez au jeu de la limitation des ressources. Vous avez peu de ressources, donc vous ne pouvez pas vous prendre pour EDF ou Carrefour. Et vous voulez que ces ressources soient utilisées sur les choses les plus essentielles pour servir des gens afin qu'ils obtiennent un service qui leur est utile. Si vous dites « mon produit, il s'adresse au monde entier », eh bien, je peux vous assurer de quelque chose, c'est qu'il ne s'adressera jamais à personne. Vous êtes forcément obligé de commencer par un target. Alors, pourquoi on crée des groupes de gens? Alors, un customer segment, il y a plein de façons de découper le monde. Il n'y a pas de façons qui sont meilleures que d'autres, c'est vraiment du contexte. C'est quelque chose d'affreusement compliqué et dur. Reprenons un cas qu'on connaît tous, Facebook, qui est la stratégie la plus impressionnante des 10 dernières années sur Internet, puisque Facebook a dit on va commencer par les campus. Facebook, ils ont mis au point un truc qui a été utilisé sur les campus. Puis quand ils ont eu les 4 ou 5 campus d'Ivy League, ils ont ouvert à 10 campus, puis 100 campus, puis 1000 campus. Et puis quand ils ont eu tous les campus, ils ont ouvert au lycée. Et ce qui est très intéressant dans la stratégie de Facebook, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont ouvert un nouveau segment, leur value proposition a changé. Et comment? En supprimant des features, pas en rajoutant des features. En 2008, quand on avait en 2004, quand on avait la chance d'être à Harvard et de s'inscrire sur Facebook la première semaine, la feature star au-delà du trombinoscope et de In Relation With, c'était les pages de cours. Parce que vous aviez l'ensemble de votre emploi du temps, avec qui est en cours avec qui, et vous pouviez demander si vous avez raté des cours, des notes, des machins, etc. C'était la feature star sur Facebook. Le jour où ils ont ouvert au lycée, ils l'ont supprimé. Parce qu'ils savaient que les lycéens n'avaient pas besoin. Les lycéens, malheureusement, les cours, d'un seul coup, le niveau d'intérêt descend. Et ils savaient qu'en ouvrant au lycée, ils étaient obligés de focuser encore plus sur l'essentiel. Le trombinoscope et le In Relation With. Et ça, c'est quelque chose de primordial. Quelle que soit la façon que vous découpez le monde, vous devez à un moment ou à un autre le découper, sinon votre communication sera juste incompréhensible. Parce qu'un besoin, une value proposition est toujours associé à un customer segment. Et les customer segments se conquièrent toujours les uns après les autres. Pourquoi? Parce que votre but dans la vie, quand vous faites une start-up, ce n'est pas de réussir un business. Ça prend des années. C'est extrêmement compliqué. Je veux dire, regardez le nombre de startups extrêmement successful qui finissent par se cracher. C'est quelque chose qui arrive tous les jours. Pourquoi? Parce que faire une startup, c'est sauter un mur. Si vous venez et que vous essayez de sauter le mur en un coup, vous n'allez pas y arriver. Seule chose que vous pouvez faire, c'est fabriquer une échelle ou un escalier. Et donc, c'est de faire étape par étape et marche après marche. Et pourquoi? Parce que chacune des marches que vous bâtirez sera une excuse pour obtenir plus de ressources. Et le but du jeu, quand on fait une startup, c'est de passer de 0 à 1. Ce n'est pas de passer de 0 à 100. Parce que quand vous êtes à 1, vous pouvez lever des fonds pour passer à 10. Puis quand vous êtes à 10, vous pouvez trouver des partenaires extraordinaires qui vont peut-être vous faire passer à 50. Puis à 50, vous passerez à 100, puis à 100, à 1000, etc. C'est à ce jeu-là que vous jouez. Je ne sais pas si vous jouez à risque. Vous devriez vous y mettre. Mais il y a un truc que tous les joueurs de risque savent, c'est qu'au premier coup, on sait si on joue avec un bon joueur ou un mauvais. Parce que tous les gens qui attaquent 2 pays à la fois, vous savez que vous allez les massacrer. Parce qu'en très peu de temps, ils prennent plein de pays, puis ces pays sont complètement indéfendables, et puis là, vous les laminez. Et puis tous les bons joueurs, ils sont obsédés par prendre l'Océanie. Parce
que l'Océanie, c'est comme dans 300, c'est un tout petit couloir. Et puis là, vous pouvez vous prendre autant d'attaques que vous voulez, c'est tellement imprenable que vous balayez les vagues d'ennemis. Ben, l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Vous devez trouver votre Océanie. Parce qu'à un moment ou un autre, si vous faites quelque chose d'intéressant, vous serez en concurrence avec plus gros que vous et avec plus de moyens. Or, plus gros et plus de moyens, il aura toujours un coût de capital qui sera supérieur au vôtre. Et donc, il ne pourra jamais servir une niche. Et c'est pour ça que les niches gagnent. Les niches gagnent parce que quand vous êtes une start-up et que vous trouvez une bonne niche, vous devenez indestructible. Prenons le gars de mes petits Russes là, avec leurs histoires de vidéos. Pourquoi ils ont fait une interface programmable? Parce que leur niche et leur customer segment, c'est les gens qui lancent une start-up et qui ont des vidéos de promotion à faire valoir et qui n'ont juste pas le temps d'aller sur une interface débile et rentrer plein de critères à la main. Ce n'est pas les agences de pub, leurs clients. S'ils avaient commencé par les agences de pub, il aurait d'abord fallu leur expliquer des maths qu'ils ne peuvent pas comprendre. Il aurait fallu leur mettre une interface qui aurait été extrêmement compliquée à développer. Là, au moins, c'est une sorte d'API. N'importe quel ingénieur peut envoyer sa vidéo par terminal et recevoir un retour de la carte de viralité et du prix. Et résultat, dans cette niche, aujourd'hui, ils sont, le mois dernier, à 400 000 € de revenus. Et ils sont 3. Et on parle d'un revenu en un mois. Avec ces 400 000 €, ils peuvent aller s'acheter des commerciaux et ces commerciaux peuvent aller parler aux agences. Vous voyez à quel jeu on joue. On ne joue pas au jeu qui est de dire « Ah, mon customer segment, c'est tous les gens qui ont besoin de vidéos. » Et dans ce cas-là, je ne sais pas ce que je fais. Parce que je ne sais pas comment je vais faire pour servir, parce que je vais toujours avoir des arbitrages compliqués, je vais pas savoir où mettre mon effort, etc. Je peux vous raconter une autre histoire qui est Airbnb. Vous connaissez tous Airbnb ou pas? Bon, location de chambres chez des inconnus, value proposition assez intéressante, des inconnus louant une chambre chez d'autres. Airbnb, ça ne décollait pas. C'était une horreur, ils en étaient au 24e mois à crever la dalle. Pour la petite histoire, juste pour l'anecdote marrante, Brian Chesky, à un moment, était tellement désespéré et était tellement endetté à titre personnel qu'il bouffait des céréales matin, midi et soir pendant plus de 4 mois, parce que c'est le seul truc qu'il pouvait s'offrir. Donc, vous voyez le niveau quoi, de désespoir. Et puis un jour, ils ont rencontré Paul Graham, et Paul Graham leur a dit « Vous êtes complètement con. Arrêtez d'essayer de vous lancer dans le monde entier. Lancez-vous dans une putain de ville. Une seule. Et puis quand vous avez gagné cette ville, vous en lancez une deuxième. Puis quand vous avez gagné la deuxième, vous en lancez 4, etc., etc. Parce que votre boulot, c'est de lister des appartes. Parce que quand vous listez des appartes sympas, les gens viendront les louer. Le boulot, c'est pas de trouver des gens qui cherchent un appart, ça, il y en a plein. Votre boulot, c'est de convaincre des gens de louer une chambre chez eux alors qu'ils y sont. C'est pas, en plus, Airbnb, il faut bien comprendre que ça n'a pas commencé avec des appartes vides. Et d'ailleurs, la majorité des locations sur Airbnb jusqu'à présent, c'est la chambre chez l'habitant. Vous imaginez quelqu'un qui vient vous dire, écoutez, vous allez mettre une chambre à louer, puis on va vous envoyer des inconnus toutes les semaines. Ça vend du rêve. Mais en fait, c'est très sympa. Pourquoi? Parce que les inconnus, ils sont validés, ils sont certifiés, ils sont blablabla. Il y a des reviews, on peut... Et qu'en fait, en 5 ans, il n'y a eu qu'un seul taré pour dégommer un appart de façon méthodique. Donc, c'est pas grand-chose, un taré tous les 5 ans. Mais si Airbnb s'était dit, mon customer segment, c'est tout le monde, partout, comme ils ont fait, eh ben leur effort, c'est comme des coups d'épée dans l'eau. Vous ne savez pas où vous tapez. À partir du moment où ils se sont dit, OK, on se concentre sur New York, on fait New York, eh ben les listings ont commencé à tomber. Pourquoi? Parce qu'ils allaient de porte à porte, taper, bonjour, j'aimerais prendre votre appartement, voilà la démarche. Et puis le mec, il parlait à son voisin. Et il disait, oui, je l'ai vu. Puis comme il était au coin de la rue en train de convaincre le voisin du voisin, il pouvait revenir, oui, c'est sympa, etc. Et comme ça, d'un seul coup, il a créé cette petite tension dans des micro-communautés. Et puis quand il a eu une ville comme New York, d'un seul coup, San Francisco a été beaucoup plus facile à prendre. Parce que d'un seul coup, il pouvait dire, oui, on a déjà 1500 listings à New York ou 10 000 listings à New York, maintenant on lance San Francisco. Et puis quand il a lancé, je crois que c'est Boston, la troisième ville qu'ils ont lancé, ben, ils ont fait une méga fête, où ils ont invité des stars, etc. Et au fur et à mesure, le processus a de plus en plus scalé. Et un jour, ils ont ouvert le monde. Et maintenant, ils servent le monde.
Mais il s'est passé 212 millions de funding et 5 ans d'histoire. Donc, les customer segments, c'est quelque chose de très important. Alors, en général, il y a des raisons assez théoriques de créer un nouveau customer segment pour une value proposition donnée. Soit parce que l'offre, quand vous avez plus... alors, évidemment, une startup, c'est une value proposition, un customer segment de 0 à 1. Ensuite, une fois que vous avez un cycle qui tourne et qui marche, ça peut être une value proposition, plusieurs customer segments. Donc, il y a quelque chose qui doit s'adapter dans la com, dans le machin, je sais pas quoi. Ou sinon, c'est plusieurs value propositions pour plusieurs customer segments. Alors, exemple tout con, si vous lancez une marque de bagnole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous commencez par créer un cabriolet sport pour les plus de 40 ans complexés. Et puis ensuite, vous faites une berline pour les gens qui ont des enfants. Et puis ensuite, vous lancez une citadine pour les moins de 30 ans. Value proposition différente pour des segments différents. Mais si le premier jour, vous lancez 3 bagnoles pour vous savez pas qui, je peux vous assurer comment ça va finir. C'est un peu l'histoire de Peugeot, en fait, si vous regardez. On pourra s'amuser à faire des grandes boîtes avec ça. Donc les raisons, c'est que vous avez un channel de distribution différent, vous avez besoin d'une sorte de relationship différent. Vous avez... Ah oui, alors ça c'est un truc très intéressant. C'est que la segmentation client, ça permet aussi d'être extrêmement intelligent dans sa politique de prix. Parce qu'il y a quelque chose de très étonnant dans notre monde, c'est que les gens n'ont pas la même propension à payer la même chose. Alors je vous conseille un jeu, moi, qui me fascine, que je fais depuis que je suis gamin. C'est un jeu familial d'ailleurs. À chaque fois que je monte dans un avion, je demande à tous les gens qui sont attirés autour de moi combien ils ont payé. Et à chaque fois, ça finit de la même façon, en bordel monstrueux. Parce que quand il y a des gens qui découvrent qu'ils ont payé 5 à 6 fois le prix du mec assis à côté d'eux, ils ne comprennent pas. Et c'est pas possible mentalement de comprendre ce qui se passe en fait. Et pourquoi? Parce que les compagnies aériennes, il y a très longtemps, elles ont compris quelque chose que les économistes expliquent, c'est que les prix ne sont pas liés à la valeur. Les prix sont liés à la propension que les gens ont à payer pour quelque chose. Donc si vous êtes intelligent dans votre customer segment, vous pouvez être amené à facturer dans un premier temps des choses plus chères que si vous visiez le marché mondial total et baisser votre prix au fur et à mesure que vous allez conquérir de nouveaux marchés. L'inverse est vrai aussi. Quand votre valeur n'est pas évidente, vous pouvez commencer en étant gratuit et en devenant payant un jour. Vous connaissez lafourchette.com? Alors, il y a un concurrent américain fascinant parce qu'ils ont créé ce qu'on appelle le business model de racket dans l'Internet. Et ça s'appelle OpenTable. OpenTable aux États-Unis, c'est une sorte de la fourchette mais qui marche. Et puis qui est génial parce qu'on peut réserver sa table à l'heure près. Parce qu'on sait quelle table est libre, où, et on peut cliquer dans le restaurant et dire. Et alors OpenTable s'est lancé en 1998, et à l'époque, il n'y avait pas d'iPad. Donc ils ont créé un terminal de réservation qu'ils doivent mettre dans le restaurant. Et ce terminal est facturé 3 700 $ par mois pour gérer les réservations, parce que c'est le salaire d'une placeuse et d'une gestionnaire de téléphone. Alors ils ne se sont pas dit on va faire moins cher. Ils ont dit on va faire le salaire. Pourquoi? Parce que nous, non seulement on remplace la placeuse et la réceptionniste par une interface, mais en plus, on transforme le taux d'occupation de 30 à 40% en moyenne dans les restos à plus de 97%. Parce qu'ils savent détecter les gens qui ont faim et quoi mettre vers qui. Et ils ont plein d'algorithmes extrêmement compliqués qui font qu'ils arrivent à très bien voir vos habitudes alimentaires et vous mettre en top résulte les restos où vous avez le plus de chances de réserver le plus rapidement possible. En plus, ils prennent votre carte bleue. Donc, si vous n'y allez pas, vous êtes facturé pour la réservation ratée. Donc, c'est un modèle extrêmement vertueux. Alors, le problème, c'est que si vous devez avoir une Salesforce qui va convaincre des mecs que le truc fonctionne, vous vous êtes mal barré. Parce que déjà, leur expliquer que vous avez fait des maths. Pourquoi? Leur expliquer qu'en fait, vous êtes à peu près sûr de ce que vous faites. Alors, pareil, ils vont se demander pourquoi. Et quand vous allez leur dire ça coûte 3 700 $ par mois, ils vont dire mais oui, mais bien sûr. Et alors en fait, le PDG d'OpenTable, à un moment, il a compris comment il fallait faire. Il a tracé des quartiers. Et dans les quartiers, il allait voir tous les restos et il disait voilà, on a une machine géniale, ça sert à faire les résas, il y a ça, 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 ça. Et les mecs disaient ça coûte combien? C'est gratuit. Gratuit? Ouais, c'est gratuit. Et donc placé.
Et ils ont remarqué qu'une fois qu'il y avait 85% des restos d'un quartier qui l'avaient, et que effectivement le taux de réservation était passé de 40-50% à plus de 80%, et là ils envoyaient un type venir chercher la machine. Et les mecs disaient mais quoi, pourquoi, et en fait ils disaient bah non mais c'était gratuit pendant 6 mois, vous n'avez pas lu votre contrat, maintenant c'est 3700. 3700 ? Ouais, c'est 3700. Non, d'ailleurs en fait c'est 4005 en fait, pardon, pas de problème, bougez pas, je vais chercher mon chéquier. Et 90% des gens payent. Il y a juste 10% de crevards. Ouais. Merci pour le mot. Mais vous voyez en quoi la stratégie de prix est en fait liée à la façon dont vous allez segmenter. Et alors en plus, OpenTable, ils sont super forts. Parce qu'ils se sont dit, en fait, les fancy restaurants et les restaurants de moins classe, ils n'ont pas besoin du même genre de type de réservation. Donc on va les facturer différemment. Et ils les ont attaqués de la même façon, etc. Et puis après, ils ont fait par ville. Et aujourd'hui, ils font à eux tout seuls 82% des réservations aux États-Unis au restaurant. Vous voyez, quand je dis qu'une formule magique marche, ça devient exponentiel, c'est hallucinant. Et ça a pris moins de 5 ans. Ils ont été revendus, je ne sais plus combien de milliards. Enfin, le PDG d'OpenTable va bien. Il est très sympa d'ailleurs. Ah oui, pardon, ça j'ai déjà dit.